nation du feu devient de plus en plus menaçante. Et le monde pourrait bien ne pas s'en relever. Le monde a besoin de l'Avatar. Le monde a besoin de toi, Aang. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la watchlist de Spoilers. Ici Guillaume, et je suis avec Justine. Salut Justine. Salut Guillaume, ravi de te retrouver et de retrouver tout le monde pour notre nouvelle watchlist, ce format court dédié aux sorties récentes et moins récentes d'ailleurs de séries et consacré aujourd'hui à la version live action de la série Avatar The Last Airbender. Effectivement, série américaine showrunnée par Albert Kim qu'on avait pu retrouver à ce poste sur la série Sleepy Hollow et à l'écriture de certains épisodes de Nikita ou Leverage pour ceux à qui ça parle. Avatar The Last Airbender est l'adaptation de la série éponyme diffusée sur Nickelodeon entre 2005 et 2008 et créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko. Disponible depuis février 2024 sur Netflix, cette première saison compte 8 épisodes de 50 minutes dans lequel nous retrouvons un casting choral d'actrices relativement peu connues à l'international, mais dont on peut citer tout de même Daniel Dae Kim et Ken Leung, inoubliables Jin et Miles dans Lost, ou encore Paul Sung-Young Lee, vu récemment dans les séries Star Wars du Mandoverse. The Last Airbender, qu'est-ce que ça raconte ? Bon, je vous la fais comme si vous aviez jamais entendu parler de la série animée. Donc, l'histoire prend place dans un monde plutôt médiéval, inspiré de folklore asiatique, dans lequel 4 nations coexistent, construites autour des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. 4 éléments que certaines personnes peuvent manipuler individuellement, les fameux benders ou maîtres en français. Seule une personne maîtrise ces 4 éléments, c'est l'avatar, qui se réincarne de génération en génération, assurant la paix dans le monde. Problème, l'avatar actuel est un enfant de 12 ans qui ne maîtrise au début du récit que l'air, mais doit faire face aux ambitions d'expansion d'Ozai, le seigneur de la nation du feu. Il trouvera rapidement de l'aide auprès de Katara et Sokka, 2 membres de la tribu de l'eau du pôle sud, car oui, il y a aussi une tribu de l'eau au pôle nord, alors que Zuko, le fils d'Ozai, est à sa recherche. Voilà un peu pour la prémisse de cette série. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Justine, c'était quoi ta relation, toi, avec la série animée dans laquelle, effectivement, le live action et l'adaptation ? Alors j'ai regardé la série animée il y a pas si longtemps, puisque ça a été un des rares points positifs de la pandémie et des confinements, c'est que j'ai pu regarder plein de choses que je n'avais pas spécialement prévu de regarder auparavant. C'est une série qui était souvent évoquée dans mon entourage par des amis, par des collègues, et c'était vu comme une très bonne production, donc c'était l'occasion là de plonger dedans. Ce qui fait que j'ai pas suivi le développement de la série au fur et à mesure. J'ai bingé vraiment les épisodes en quelques jours. Alors j'en garde un souvenir plutôt positif. Enfin clairement, j'ai apprécié regarder la série. Mais je dois avouer que j'ai pas eu le coup de cœur auquel je m'attendais un petit peu quand j'entendais justement mes proches en parler comme une des meilleures séries du monde. Je suis peut-être pas le meilleur public pour ça. Moi j'ai préféré La Légende de Korra, qui est la série dérivée. Même si là encore ça appartient pas forcément aux séries que je regarde, que je re-regarde avec le plus grand plaisir. Mais voilà, de façon générale, je connais quand même très mal les mangas, très mal les animés. Je me soigne, promis, ne me jetez pas des cailloux tout de suite. Mais donc je pense que parfois il me manque un peu des codes, notamment voilà au niveau de l'esthétique, mon œil est pas forcément habitué, ce qui fait que voilà, j'ai plus de mal à apprécier ce genre de série. Mais bon, je crois que t'as à peu près le même t'as découvert aussi tardivement la série, il me semble, non? Comme toi, j'ai découvert, je me souviens plus exactement quand, donc c'est que ça quand même remonte un peu, mais et ni comment d'ailleurs, mais je pense que clairement on était sur un bon petit téléchargement illégal à l'époque, à mon avis. Eh oui, j'avoue tout. Ne faites pas ça chez vous. Sur le conseil, je pense, de personnes qui l'avaient regardé, et j'avais quand même regardé les choses sur le long terme. Je me souviens que ça m'avait un petit peu occupé, mais c'est vrai que ma compagne l'avait regardé il y a pas si longtemps, un peu comme toi, je pense, à la faveur d'un des 2 confinements, et c'est vrai que du coup ça reste relativement frais dans ma tête. En tout cas, c'est un univers
que j'aime bien. Je suis pas comme toi un méga fan. Je vais pas être à fond sur les produits dérivés. Je sais qu'il y a des bandes dessinées qui ont été faites, enfin des comics qui ont été faits, qui sont d'ailleurs édités aussi en France et disponibles. Hein, vous pouvez les trouver dans toutes les bonnes librairies pour poursuivre les aventures de la série animée. C'est 3 saisons. Donc c'est une série qui est assez ramassée quand même si il y a pas mal d'épisodes par saison, mais en tout cas c'est trois saisons et voilà, c'est un univers que j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une bonne pioche sur les séries animées de ces derniers temps. Alors je pense que c'est un petit peu vieilli, peut-être c'est aussi pour ça que aujourd'hui, avec notre regard peut-être un petit peu plus habitué à des productions plus récentes, on a ce petit côté un petit peu vieillissant de pas tant de l'animation, mais peut-être plutôt du chara-design, ou en tout cas de la mise en scène générale des épisodes, et malgré le fait que ça soit très référencé, on est sur une énième histoire d'élu qui ne veut pas vraiment de ce fardeau dans un premier temps. C'est frais, il y a pas mal d'humour qui fonctionne bien. Le personnage principal de Aang, c'est vraiment un pitre quoi. Il est vraiment clownesque, il est assez rigolo, même s'il a vraiment, encore une fois, justement ses responsabilités puisque c'est l'avatar. C'est quand même un personnage qui est plutôt dépeint comme un enfant en fait, qui aussi fait des blagues et cet humour très particulier, enfin très spécifique de l'enfance quoi. Et ça marche bien et ça contrebalance bien avec les thématiques qui sont plus dures, parce que c'est ça aussi, je pense, qui avait vraiment plu aux gens à l'époque, c'est que c'est une série qui aborde vraiment des thématiques qui sont assez dures, des thématiques, la thématique de la colonisation, de la ségrégation, puisque on a vraiment ces nations qui sont à la fois complémentaires, en même temps ennemies, avec ces personnes qui vont envahir d'autres personnes, qui considèrent parfois les gens qui ne maîtrisent pas les éléments inférieurs. Enfin, il y a vraiment tout un discours qui est social, culturel, qui est assez intéressant. Et comme toi, j'ai vraiment aimé continuer l'histoire avec la légende de Korra, qui est donc la suite thématique de l'univers, avec Korra qui est l'avatar qui prend place après Aang, 70 ans après l'histoire de la série originale, et donc dont on va suivre les aventures dans un univers qui a un petit peu évolué technologiquement, culturellement dans le temps, et qui pour le coup est un peu plus proche peut-être en termes d'animation d'une certaine forme de modernité, on va dire. C'est plus fluide, plus dynamique, et ça fait du bien aussi que le personnage principal soit du coup une femme. Ça apporte tout un tas d'autres thématiques qui sont intéressantes. Donc j'ai une série que j'avais bien appréciée sur ces deux univers. Je suis un peu ce qui se fait. Je garde toujours un petit œil un peu curieux de ce qui va se passer dans cet univers, des prochaines annonces, que ce soit là je crois qu'actuellement ils sont en train de préparer des films qui vont faire suite à la série animée avec Aang. Donc dans cet univers-là, j'avais regardé, je suis retombé encore il y a pas si longtemps que ça, je pense à la faveur de la série live action, justement sur les comics en devanture de librairie. Je me suis dit ça pourrait être intéressant quand même d'y jeter un œil. Donc j'ai quand même pas mal de tendresse pour ces personnages et pour l'histoire que ça raconte. J'avais plutôt apprécié, mais je suis pas j'avais pas, tu vois, cette espèce de justement d'attente démesurée pour l'adaptation en live action, en mode il faut pas qu'ils se loupent quoi. J'avais un œil curieux là-dessus, mais pas non plus prêt à tailler dans le tas. Un esprit ouvert. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais plutôt intrigué et curieux des choses. Mais justement, c'est un peu une tendance quand même, enfin une tendance, tu vas nous dire que c'est pas tout à fait une tendance, mais je le présenterai comme ça en tout cas, qu'on voit arriver ces dernières années de la réinvention en live action. Donc je reprécise, en live action, c'est-à-dire avec des acteurs physiques, des vrais acteurs en prise de vue réelle. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire. De séries animées, ou en tout cas d'adaptation aussi parfois d'un matériel type comics, bande dessinée, manga, mais en tout cas aussi beaucoup remake, live action de séries animées. C'est surtout là-dessus, je pense que il faut faire le distinguo. C'est quoi toi un peu ton avis là-dessus, parce qu'il y a quand même des gens souvent, enfin aujourd'hui j'ai l'impression les gens sont plutôt critiques de cette manière de faire quoi. J'ai littéralement fait ma thèse sur le concept de l'adaptation en film et en série, donc je vais pas me plaindre, je vais pas cracher dans la soupe. Pour moi les adaptations c'est des choses intéressantes. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Oui. Après, ce qui est le plus intéressant à mon sens, c'est quand l'adaptation c'est pas qu'une simple transposition
d'un médium à un autre. C'est-à-dire que le fait de produire une œuvre au contenu narratif similaire, on raconte la même histoire sous un autre format, ça a de sens que si le récit est véritablement adapté aux enjeux de la nouvelle forme. Voilà, donc il y a des cas qui fonctionnent très bien d'adaptation, qui justement en fait racontent la même histoire, mais par exemple de points de vue différents, ou avec voilà des perspectives complémentaires ou des choses comme ça. Ça a été le cas avec la série Arcane, par exemple, qui est une adaptation, mais qui en fait a pris un matériau narratif qui est très léger, c'est le moins qu'on puisse dire, pour broder à partir de là et l'adapter à la fois à la forme animée et à la forme de la série. Dans le cas d'Avatar, on a un changement de forme, puisqu'on passe d'un animé à une série en prise de vue réelle, tu le disais. Mais en fait, là, on est sur un niveau surtout esthétique, avec deux adaptations, deux œuvres qui sont quand même relativement rapprochées dans le temps, même si on a 20 ans entre les deux, c'est pas si vieux, l'air de rien. Surtout pour passer de deux médias comme ça, pardon. Donc, ce qui fait que au niveau esthétique, j'ai pas véritablement perçu d'approfondissement spécifique ou de prise de risque de la part de Netflix, de choses qui me feraient dire d'accord, là le fait que ça soit en prise de vue réelle, ça a un sens et ça permet d'apporter quelque chose de plus. Au contraire, c'est toujours le côté compliqué quand on va faire de la prise de vue réelle avec des jeunes acteurs, enfants ou adolescents, c'est que ça bouge vite à cet âge-là et ça grandit. Donc ça implique de filmer un petit peu dans la foulée pour pouvoir suivre l'action, suivre l'âge des personnages sans que le physique des acteurs change trop. Avec toujours ce hasard de comment vont grandir les jeunes enfants. Bran Stark dans Game of Thrones, on pense à toi. Voilà, à quoi va ressembler l'acteur une fois qu'il aura grandi. Donc c'est des enjeux un peu différents, mais là, pour l'instant, sur une saison, j'ai pas l'impression que ça apporte quelque chose de plus, tu vois, que ça soit en prise de vue réelle. En revanche, là où il y a un changement, selon moi, c'est que on passe d'épisodes dans l'animé, d'épisodes de 23 minutes globalement, puisqu'on était en plus sur Nickelodeon adressé plutôt à un jeune public a priori. On passe de ça à des épisodes donc sur Netflix en format américain, tu disais 50 minutes, on est de 40 à 60 minutes en fait selon les épisodes. Ce qui modifie en fait complètement le rythme de la narration. C'est pas juste on a pris des épisodes de 20 minutes et on les a collés les uns après les autres. C'est vraiment réécrit pour correspondre à ça. Or, à ce niveau-là, j'ai trouvé que ça crée un effet de déséquilibre, en fait. Je reviendrai peut-être dessus après, mais tout ça pour dire, parce que ta question c'était sur l'adaptation. Alors, je suis pleinement pour ce que t'appelles une tendance, qui est en fait quelque chose qu'on fait depuis toujours dans les types de récits. Cette tendance de l'adaptation, de la réécriture, etc. Ce qui est une tendance en fait actuellement pour moi, c'est le fait qu'on adapte plus rapidement. C'est-à-dire que des œuvres qui sont pas très anciennes, on va en refaire des versions. C'est l'adaptation en cours de Harry Potter, alors que les films, encore une fois, ont 20 ans, des choses comme ça. Ce qui est perturbant, entre guillemets, c'est que on a grandi avec les deux versions, donc ça nous paraît pas si éloigné, parce que c'était... mais bon, l'air de rien, en 20 ans, il peut se passer pas mal de choses, surtout en ce début de 21e siècle, donc voilà, pourquoi pas. De fait, moi je suis plutôt pour. On est d'accord que aucun créateur, aucun réalisateur n'a attendu mon avis pour faire ce qu'il voulait. Donc faites-vous plaisir. La seule chose, selon moi, c'est de bien montrer en fait qu'on peut continuer à raconter des choses. C'est pas parce que le récit a priori est le même qu'on va pas dire des choses différentes ou différemment à partir justement de ce même matériau narratif globalement. Ouais, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. C'est peut-être pas tout à fait le lieu de cette watchlist d'en parler, ou en tout cas de le creuser, mais quand même, je trouve que c'est un bon exemple de ce qui se fait aujourd'hui, ce The Last Airbender en prise de vue réelle. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue, au-delà de l'idée qui est assez claire et assez mercantile, on va dire, d'un point de vue production, de recréer quelque chose qui a été apprécié pour en faire une nouvelle version, puis pouvoir demander aux gens des sous à travers le produit original, mais aussi leurs produits dérivés. Non, mais voilà, il y a une vraie... il y a aussi cette question-là, évidemment. Autant... Quand on voit effectivement One Piece débarquer sur Netflix, c'est un événement,
mais quelque part le matériel d'origine qui est repris c'est le manga, même si effectivement il y a aussi une version animée qui existe, qui est tout à fait aussi, qui suit aussi les mangas et tout. On peut se dire bon bah c'est le manga qui est réadapté, le matériel d'origine qui est réadapté. Là c'est vrai que avec The Last Airbender, ce qui est adapté c'est déjà en fait une série animée. Tu l'as dit, c'est déjà un format sériel, c'est déjà un rythme. On est plus, je trouve, en plus sur ce que fait Disney en ce moment avec le remake en prise de vue réelle de ces films d'animation classiques, voire même quelque part, moi ça me fait penser aussi à l'introduction en live action de personnages de séries Star Wars qui sont initialement issus de séries animées comme donc Ahsoka ou voilà tous ces personnages-là qui sont nés dans des séries d'animation et qui aujourd'hui sont incarnés par des acteurs. On est, je trouve, sur vraiment ce truc-là de faire un peu émerger d'un produit qui est à l'origine une série animée de la prise de vue réelle. D'ailleurs, je trouve que c'est aussi intéressant de nuancer un petit peu la catégorisation des choses dans le sens où aujourd'hui, ce sur quoi on met une étiquette live action dans ce genre de production très ancré dans l'univers de l'imaginaire, c'est des choses où il y a énormément d'effets spéciaux, donc quelque part c'est aussi à l'image des films Marvel ou DC Comics ou quoi, quelque part aussi de l'animation. On n'est pas dans un film d'animation, dans une série d'animation, parce que il y a quand même des acteurs en chair et en os. Encore que, je pense que ça serait intéressant de faire le pourcentage de présence d'action de présence des personnages physiques et de leur doublure numérique dans ce genre de film d'action et de super-héros en particulier. Mais on est sur aussi cette tendance là de prendre des classiques animés et de leur donner une espèce d'apparence de prise de vue réelle ou de vraie prise de vue réelle quoi. Là Disney n'arrête pas de faire ça hein, même si, et ça fonctionne au box-office d'ailleurs. Il y a en ce moment je crois que celui qui est en cours c'est Lilo et Stitch, tu vois. Tu te dis OK, Lilo et Stitch en prise de vue réelle, enfin pourquoi quel est l'intérêt? Non mais c'est ça. Disney Et il y a vraiment un lissage en fait en plus qui s'opère dans le sens où quand on passe de quelque chose d'animé qui peut avoir vraiment son style graphique, sa DA particulière, à quelque chose en live action où évidemment on l'a vu sur One Piece, c'est compliqué de retranscrire cette folie visuelle que peuvent avoir parfois le manga, le comics, la BD en prise de vue réelle. On perd un peu quelque chose de cette substance-là et le travail d'adaptation il est d'autant plus important pour réussir à refaire quelque chose de cohérent. À ce stade, j'ai pas vraiment d'avis définitif sur le sujet. Je peux comprendre qu'on pense que tout ça c'est fait juste pour le fric et puis que ça sert pas à grand chose, que le produit original il est très bien, il est encore très regardable quoi. Mais moi j'y vois surtout une chance en fait de réactualiser des récits qui ont peut-être un petit peu vieilli, comme tu l'as dit. En 20 ans, il se passe des choses dans la société. Il y a eu des prises de conscience aussi. On s'est rendu compte peut-être que on devait être plus inclusif dans la manière dont on montrait les choses à l'écran. Et notamment sur une série comme The Last Airbender où on se souvient que l'univers a déjà été adapté en prise de vue réelle avec un film, et on se souvient que malheureusement ce film avait été... Voilà. Est-ce qu'on a envie de s'en souvenir? C'est ça la question. Ouais, déjà on n'a pas trop envie de s'en souvenir, et puis en plus le casting, il y avait été quand même gros reproche sur le casting, puisqu'il y avait eu un gros whitewashing, une bonne partie du casting à l'époque, ce qui n'avait pas été très bien perçu, on peut le comprendre, puisque la série initiale est quand même, je le disais en introduction, très inspirée du folklore, de plusieurs folklores asiatiques, chinois, japonais notamment, et ça se ressent dans du coup les personnages et dans la manière dont les personnages sont représentés, et donc faire aujourd'hui une nouvelle version de cette histoire en live action avec des vrais acteurs, ça permet justement, je pense, d'être plus inclusif, de permettre à des gens de découvrir cet univers avec un nouveau départ, de suivre ces nouveaux personnages et de se sentir peut-être aussi un petit peu mieux représenté dans ces nouveaux acteurs. Donc voilà, je trouve que la tendance elle est intéressante. Je pense que plutôt que d'être absolument contre et être dans cette espèce de gatekeeping de c'est pas mon Avatar, c'est pas mon Last Airbender, faut plutôt rester curieux. Après, la seule condition que j'y vois, c'est évidemment il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit quelque chose qui se tienne aussi en tant que tel et qui soit pas juste quelque part une espèce de fan service très mercantile et qui malheureusement peut aussi encore arriver aujourd'hui avec encore une fois les pléthores d'adaptations qu'on peut avoir, notamment issues du monde du comics quoi. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a quand même un truc qui est intéressant à creuser dans cette
nouvelle vision qu'on peut avoir de classiques de l'animation, que ça soit en série ou en film. Et ça serait intéressant de savoir effectivement ce que pensent les gens qui aujourd'hui découvrent The Last Airbender à travers la série, quoi. Est-ce que, on va avoir un nouveau fandom qui va se créer, je pense, si ça marche sur 3 saisons, si c'est aussi bien, et ça peut être aussi bien en fait. J'ai des doutes encore sur ne serait-ce que la constitution d'un fandom durable sur les productions, enfin les séries Netflix. Pas pour les questions de qualité, hein, voilà, mais parce que ça, il y a plein de bonnes choses. C'est sur la façon dont justement les séries, les saisons sont pour l'immense majorité mises sur Netflix en un seul morceau. T'as toute la saison d'un seul coup, ce qui fait que t'as pas le temps de construire, t'as pas le même rapport en fait au temps et du coup le même rapport au récit dans les différentes séries. Donc je serais curieuse de voir s'il y a des études qui ont été faites sur le sujet, je suis preneuse. N'hésitez pas pour voir parce que sur la réception, on travaille un petit peu dessus, mais sur les questions de justement de constitution d'un fandom engagé, etc. Faudrait voir un petit peu ce que ça donne quand c'est des productions qui sont des productions originales Netflix et pas seulement des adaptations comme là, quoi. Effectivement. Parlons maintenant là dans le détail du coup de cette série en prise de vue réelle, The Last Airbender. Qu'est-ce que tu en as pensé? Rentrons dans le vif du sujet. Alors, j'ai beaucoup aimé l'approfondissement plus direct selon moi du personnage de Zuko. Puisque voilà, c'est un personnage qui joue aussi un rôle clé dans l'intrigue. Alors dans l'animé et là ça va être le cas a priori aussi dans la version live action. C'est-à-dire qu'on a une représentation qui nuance tout de suite les enjeux qui sont quand même apparemment très manichéens et qui d'ailleurs le reste en grande partie. Globalement, si on est du côté du feu, on est méchant. C'est un peu basique. Oui. C'est un peu le feu c'est mal, voilà. Et c'est pas propre à Avatar, c'est dans plein de tous les univers de fantasy qui font appel aux éléments. Le feu c'est on a pareil chez X-Men, du côté du feu on a Pyro qui est un méchant et à l'inverse du côté de la glace on a des personnages qui vont être positifs parce que la glace c'est positif apparemment. Je ne sais pas, la Reine des Neiges a peut-être perturbé un petit peu tout ça, je ne sais pas, mais toujours est-il que arrêtez de vous acharner sur le feu, c'est pas sa faute. Mais bon, la dynamique entre Zuko et Hiro, son oncle, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, au point que à plusieurs moments pendant la série, je me suis dit mais en fait faites juste une série sur eux deux en fait. Voilà, leur dynamique elle marche bien. On a à la fois un approfondissement des personnages avec leurs émotions et des petites blagues, des choses comme ça. Donc je trouve que ça fonctionne et c'est des protagonistes qui apportent un peu plus de subtilité. Dans justement une répartition qui, autrement, est quand même très binaire, globalement. En revanche, et je sais pas si c'est justement l'allongement des épisodes en format américain qui fait ça, mais j'ai envie de dire que le rythme de la saison m'a donné le mal de mer, globalement. Alors c'est pas parce qu'il voyage en partie sur l'eau, c'est pas l'idée, mais en fait, justement, comme la saison est disponible en totalité sur Netflix, on est incité à binger les épisodes parce que on a le fonctionnement de Netflix qui justement met tout d'un coup, parce que on a les épisodes qui s'enchaînent automatiquement, et aussi parce que je n'ai aucune volonté et que donc je fais les choses. On me dit de regarder, je regarde. Mais de fait, en fait, on se retrouve avec des enjeux qui paraissent précipités parfois lorsque on visionne comme ça dans la foulée. Alors c'est typiquement le cas justement de la capacité de Katara à développer et à contrôler ses pouvoirs. On la voit au début, elle peine à faire s'élever 3 gouttelettes d'eau et on a l'impression que elle bosse sur ça depuis des mois, que c'est très frustrant, etc. Ok. Et globalement, en 2 épisodes, il lui suffit de voir les Earthbenders faire quelque chose pour maîtriser parfaitement le truc. Et voilà. Ah oui, je les ai vus faire ça, je me suis dit que je pouvais faire pareil. Bah oui, visiblement ça marche, il y a pas besoin d'adapter. Elle devient master, elle devient maître en 3 secondes et demie. Voilà. Alors je sais bien qu'il y a des enjeux narratifs sous-jacents ici, et puis que voilà, il y a l'idée que sa rencontre avec Aang c'est un déclencheur, etc. Enfin voilà. Mais c'est un développement qui est quand même extrêmement précipité, qui donne l'impression que c'est très facile de maîtriser un élément
D'autant que tout le début, je rappelle elle le développe grâce à un parchemin où il y a 2 dessins et demi. Voilà, si vous avez déjà essayé de suivre une recette de cuisine et vous vous dites mon résultat ne ressemble pas du tout à la photo, voilà, c'est exactement le même principe. On devrait la voir se galérer pendant beaucoup plus longtemps, mais bon, peut-être que c'est pas intéressant à mettre en scène, hein, c'est sûrement ça. Mais du coup, l'apprentissage qui est quand même un élément clé de ce type de série, avec des personnages enfants ou adolescents qui justement grandissent, plus cette figure d'élu, etc. L'apprentissage, ça devrait être un élément central. Et là, elle fait ça globalement en claquant des doigts en 2 secondes. Donc ça déjà, ça m'énerve un petit peu. Et je suis beaucoup trop investie sur ce truc. Et à l'inverse de pendant que Katara devient maître de l'eau en 3 secondes, Aang ne fait littéralement aucun effort pour apprendre la moindre chose. Globalement, alors il agit, hein, il a un rôle voilà dynamique dans la narration, il a des trucs un peu badass aussi, etc. Mais tout le principe, c'est que normalement, il est censé apprendre les éléments. C'est son seul rôle, hein, un petit peu. Alors, la série tente de donner une explication un peu rapide, hein, liée à l'attachement à son ancien maître, à la perte de ses proches. C'est vrai qu'il doit gérer émotionnellement des choses assez lourdes en 2 secondes. Donc ça, d'accord. Mais ce qui fait qu'il sait parfaitement qu'il doit apprendre, mais jamais il cherche même à apprendre avec Katara, tu vois, il y aurait clairement une possibilité intéressante, qu'on a un peu plus dans l'animé d'ailleurs. Mais là, on a un contraste énorme en fait entre sa stagnation, au sujet justement de ses pouvoirs, et le développement exponentiel des pouvoirs de Katara. Ce qui fait que voilà, c'est ça quand je parle de mal de mer, c'est ce côté rythme en décalage, précipité d'un côté et ralenti de l'autre. Je pense que sur ce plan, au moins, en tout cas c'est comme ça que je l'avais perçu, pour moi l'animé était bien mieux géré au niveau du rythme. Alors peut-être que justement parce qu'on avait des épisodes plus courts mais plus nombreux, voilà, c'est peut-être un rapport comme ça qui se mettait en place. J'avoue que de mon côté sur la série en prise de vue réelle, ça crée quand même une grosse frustration qui s'est en fait renforcée tout au long de la saison. Et qui a atteint un petit peu son apogée par le fait que la série de Netflix nous met des bribes de nuances, de subtilité, d'approfondissement des personnages, pour ensuite retartiner le tout de clichés bien manichéens. Azula, c'est voilà, pareil, c'est à toi que je pense. Donc arrête, c'est ridicule. Voilà. C'est ça en fait. On a des tentatives de subtilité par moment et entre deux, ils nous remettent une grosse couche de vous avez compris que le feu c'était des méchants, hein, on l'a bien dit. C'était peut-être pas assez évident. Voilà. Donc c'est ça. Je me rends compte que je suis beaucoup trop investie émotionnellement dans ce visionnage. T'as été plus sobre toi dans la façon dont t'as ressenti les choses sur la première saison? Oui, j'ai apprécié globalement, mais j'ai été un petit peu aussi irrité par des petites choses, mais ça m'a pas non plus effectivement. Enfin, j'avoue que le début effectivement, j'ai pas failli arrêter de regarder la série. C'était pas à ce point, mais j'ai été un petit peu ennuyé c'est l'histoire qui veut ça évidemment, mais de cette répétition qu'on a beaucoup dans ce type de récit, de effectivement ce héros qui ne veut pas de ses responsabilités et donc qui va un petit peu les fuir, qui va un peu se dévaloriser, qui va un peu essayer de faire comprendre que lui il veut pas ça et tout ça. Alors oui, effectivement, c'est des questionnements qui sont très sensés. Je pense que dans la vie, c'est des choses qui pourraient arriver et tout. Mais j'avoue, et c'est peut-être aussi parce que je venais de me taper Percy Jackson, on a exactement ce genre de truc où c'est vraiment la construction du personnage. On est vraiment sur cette première saison, sur la construction effectivement du personnage qui va accepter qui il est et qui va accepter le chemin qui s'ouvre à lui. Mais c'est vrai que ça m'avait un petit peu fatigué de retrouver cette dynamique et de finalement en faire un personnage. On a envie qu'il passe à l'étape suivante, quoi. Mais bon. Malgré tout, et comme tu le disais, le récit semble en tout cas quand même rushé, malgré qu'on attende que sur certains développements ça aille plus vite. Il est aussi rushé par ailleurs. Alors c'est assez étonnant en plus parce que j'avais vu passer ça sur les réseaux. A priori, la version live action est plus longue. Enfin, cette saison 1
est plus longue en termes de minutes de contenu que la saison animée, parce que même si effectivement il y a moins d'épisodes, ils sont un peu plus longs et on se retrouve avec quelques minutes de plus, pas beaucoup, mais on se retrouve avec quelques minutes de plus. Et malgré tout, en effet, on a quelque chose qui, à l'image, semble un peu plus rushé. En tout cas, ça va très vite. Alors, est-ce que c'est parce que quand on regarde de l'animation, on accepte une certaine forme de simplification des choses et que quand on s'attaque à du live action, on est en attente de quelque chose d'un petit peu plus réaliste en termes de compréhension du temps qui passe, je sais pas. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, voilà, il y a des choses qui se passent hors champ et qui se révèlent à un moment donné, tu fais ah oui, d'accord, ils en sont déjà là, ou tu te dis ah oui, c'est vraiment genre en un claquement de doigts, on change de mindset, il vient de se passer quelque chose d'assez triste et on repart à l'aventure. Et tu te dis OK, peut-être que en animation ça passe mieux, mais là tu t'identifies peut-être un peu plus au personnage, tu te dis moi là à sa place là, moi je serais dévasté là, moi je peux pas, je me suis prostré par terre. C'est normal. Vu ce qui vient de se passer, c'est ça, c'est. Mais bon, en tout cas, la première chose auquel j'ai pensé quand j'ai regardé la série, dès le début, je me suis dit d'accord, c'est une série déjà qui est plus sombre que l'original, qui du coup s'adresse peut-être pas tout à fait à la même tranche d'âge parce que on commence la série avec quelque chose qui est quand même assez dramatique, un massacre, on ne dira pas ce que c'est, mais voilà, qui est représenté de manière quand même assez pas non plus graphique, faut pas exagérer, mais en tout cas on nous le montre, on nous le fait comprendre quoi. Il y a des petits enfants qui sont impliqués et tout, enfin c'est voilà, tu te dis OK, c'est vas-y. Je tiens à rappeler quand même que c'est tout le début de globalement tous les Disney, hein, c'est la mort de la mère de Bambi, c'est la mort de la mère de Nemo. Et on s'adresse à des enfants, hein. C'est, il a besoin de ce traumatisme pour partir, tu vois. C'est vrai. Mais il me semble que dans l'animation, c'était pas présenté de cette manière-là. C'était plutôt un flashback qui arrivait un peu plus tard, il me semble. Je crois, de mes souvenirs. Mais bon, voilà. En tout cas, ils ont adapté le récit pour qu'effectivement il y ait une construction comme ça qui explique le pourquoi du comment. Et le fait d'en faire encore une fois quelque chose en prise de vue réelle m'a semblé être quelque chose de plus sombre. Et la deuxième chose qui m'a frappé quand même rapidement et qui est plutôt une qualité, en tout cas, c'est pour moi les effets spéciaux que j'ai trouvé la plupart du temps très bons. Que ce soit les paysages, les interactions avec des animaux virtuels comme du coup Appa ou Momo, le espèce de petit lémurien singe. Enfin, on voit vraiment que les personnages interagissent avec eux. Il y a vraiment un truc qui marche bien. Alors parfois il y a des fonds verts qui sont un petit peu trop visibles, des incrustations qui sont pas terribles, mais globalement je trouve que on est quand même sur une réalité, quelque chose qui est concret quoi. Enfin en tout cas ça donne corps, les effets spéciaux réussissent à donner corps, voilà, c'est ça que je voulais dire, à cet univers qu'on connaît un petit peu en animé et qui parfois esquissé quoi. Et là-dessus je trouve que ça fonctionne bien du début à la fin, les différentes maîtrises sont pas mal rendues à l'écran, même si parfois on aurait aimé des choses un petit peu moins brouillonnes dans les combats, mais ou parfois peut-être un peu plus impressionnantes aussi, mais globalement effectivement il y a des moments de bravoure et ça fonctionne bien, c'est bien retranscrit à l'écran quoi. Puis il se laisse, je pense, un peu de marge aussi pour la progression dans les futures saisons. Après, tu vois, effectivement, hein, sur les effets visuels, ça marche vraiment pas mal, à part quelques fonds verts. À la limite, je trouve que ça marche mieux que certains effets réalistes. Je cherche comment l'expliquer sans trop spoiler. D'un personnage vieilli, par exemple, qui a l'air recouvert de pâte à modeler. Voilà, ça c'est ce qui fait que dès le début on voit qu'il y a un problème en fait. Donc voilà, même si on connaît pas l'histoire, même si on n'a pas des éléments, tu te dis le maquillage est pas voilà, fou, là bosser un peu plus le maquillage ou prenez des acteurs plus vieux tout simplement, mais bon. Oui, mais ils pouvaient pas trop, je pense, mais oui. C'est bien dommage. Non. Mais en tout cas visuellement voilà, c'est plutôt une série qui m'a pas déçu et qui je trouve se bonifie globalement plus la saison avance, plus en effet on est attaché comme au personnage. Tu l'as dit, le duo Hiro et Zuko fonctionne très bien. Le personnage de Hiro de Hiro, l'oncle, est bien travaillé et c'est marrant parce qu'ils en ont fait un personnage un peu plus émotionnel que dans la série animée, là où dans la série animée il est plutôt clownesque on va dire. Là ils en ont fait quand même un personnage qui est aussi plutôt touché, qui a une histoire personnelle qui est assez touchante aussi, donc tu comprends en tout cas quels sont ses enjeux à lui et tout ça. Enfin ça marche vraiment bien et les deux acteurs sont assez bons. Je trouve que le personnage qui est l'acteur qui incarne Zuko
est plutôt bon. Au début un peu cliché, mais il s'améliore quand même au fur et à mesure de la série. Au fur et à mesure où le personnage aussi lui gagne en finesse, en profondeur et comprend un peu des choses aussi sur tout simplement ce pourquoi il est là et un peu son avenir sur la futur. vie en général. Voilà, sur la vie. Et la team Avatar, parce que c'est un peu le nom qu'elle se donne, qui est composé de Aang, Katara et le troisième personnage, j'oublie toujours son nom, Sokka. Pareil, au début un peu de mal. Et puis, en fait, je pense que c'est le temps que la transposition se fasse aussi, mais un peu de mal. Et je trouve que petit à petit, l'alchimie se fait bien. Les acteurs ont quand même un capital sympathique qui est assez important. L'acteur qui joue Aang a vraiment une bonne tête. Ils l'ont vraiment bien casté, je trouve, pour le coup, parce qu'il a vraiment cette tête bien ronde, bien avec un sourire qui est assez communicant, et ils arrivent à retranscrire comme ça ce côté un petit peu blagounette qu'il peut avoir parfois. Mais je trouve quand même que globalement, c'est une série qui se prend vachement plus au sérieux que l'animé. C'est un peu le ressenti que j'ai comme sur cette saison 1, c'est que on est plutôt sur des choses qui sont assez lourdes et assez sérieuses, plus que sur ce côté un petit peu léger et humoristique que peut avoir l'animé, qui vient justement faire un peu relâcher la pression et être un peu plus feel good que ne peut être le live action, quoi. Mais voilà, je trouve que globalement, un peu en conclusion, c'est plutôt une très bonne adaptation, parce que même si, en effet, la série rush un peu ses passages, ses étapes, c'est quand même quelque chose qui se tient bien si on ne connaît pas du tout la série originale. C'est-à-dire que vraiment, on nous présente bien cet univers, on nous présente bien ces personnages, les acteurs sont bons, l'histoire, on a compris les enjeux, et on a envie de voir la suite, on a envie d'aller de voir où va aller cette histoire. Je pense que si on connaît pas on connaît pas l'univers, c'est une bonne représentation qu'on en a dans cette nouvelle version, quoi. Je mettrai un petit bémol dans ce qu'on n'a pas encore évoqué sur l'intégration des personnages, on va dire d'animaux, voilà, les animaux de compagnie ou moyens de transport, hein, pour pas. Je suis pour forcément intégrer des animaux comme ça, en plus des petits personnages tout fluffy, tout mignons, voilà, et attachants. Au contraire, voilà. Par contre, vous avez pas le droit d'intégrer des personnages, parce que c'est des personnages, vous avez pas le droit d'intégrer des personnages quand ça vous arrange, et de les faire disparaître de la narration quand ça vous arrange plus. Ah oui. Je sais bien qu'il y en a un des deux qui est encombrant, mais c'est vous qui avez choisi de mettre ça dans l'histoire. Vous pouvez pas juste dire, ouais, non mais c'est bon, je l'ai garé plus loin. On voit, il y a plein de scènes où les animaux disparaissent et ils ressurgissent vraiment quand on en a besoin dans la narration. Ce qui fait que quand on les voit apparaître, on sait très bien qu'ils vont avoir un rôle à ce moment-là. Alors c'est peut-être juste, voilà, un rôle de blague, de déplacement, etc. Mais ça fait partie, pour moi, ils font partie de l'équipe, ils font partie justement de cette team Avatar. Vous n'avez pas le droit de les faire disparaître quand dans la narration ça vous arrange pas d'avoir un gros bison volant en plein milieu. Donc voilà, s'il vous plaît, faites attention aux personnages, y compris les personnages d'animaux, parce que voilà. Parce qu'ils sont là. C'est des grosses peluches, hein. Voilà, c'est des grosses peluches, forcément je m'y attache. Oui. Donc, s'il vous plaît, je dis pas qu'il faut faire tout un épisode sur eux, hein, mais juste arrêtez de les oublier dans la narration, s'il vous plaît. C'est ça, c'est vrai. Il y a quelques erreurs un peu grossières de montage ou de raccord. Je me souviens notamment d'une scène où donc le groupe de personnages doit rentrer dans une ville qui est gardée, et donc ils font la rencontre avec un marchand qui accepte de, en gros, les camoufler et dans sa déjà petite, c'est pas louche, ça. Ouais, c'est ça. Et dans sa petite carriole, et à côté pour Katara qui reste à côté, et du coup ils mettent même des vêtements et tout ça, et il y a un énorme faux raccord quand ils rentrent dans la ville. Tout d'un coup ils sont rehabillés comme avant. Ouais. Aang, elle est là alors qu'on n'a pas du tout vu où il était avant. Enfin, il y a vraiment un truc trop bizarre qui se passe à cet endroit-là, je trouve, effectivement. Et les animaux, ça marche pareil. Il y a dû avoir des scènes coupées ou quelque chose comme ça, mais effectivement tu dis, mais déjà pourquoi vous étiez censé vous infiltrer discrètement, pourquoi vous êtes rechangé dans vos vêtements super voyants, enfin, ouais, non, clairement. Donc effectivement, plutôt effectivement convaincu, même si voilà, la série en tant que telle n'est pas parfaite, et on verra si ils améliorent les choses à l'avenir, puisque la série a déjà été
renouvelé pour une saison 2 et 3. Tu parlais justement du fait de veiller à ce que les acteurs ne grandissent pas trop. Bon bah là ils ont fait le choix, ils ont vu que ça marchait. Ok, Avatar fonctionne, donc on va commander tout de suite les 2 et 3e saisons, et je pense qu'ils vont les tourner à mon avis dans la foulée pour que la taille des acteurs ne change pas et le physique en tout cas de manière générale ne change pas trop entre les différentes saisons quoi. Pour le visage de l'acteur qui fait Aang notamment, c'est qui risque forcément d'évoluer avec l'adolescence. Là ça peut être bien de faire les choses un peu rapidement. C'est clair. En tout cas, si vous avez déjà regardé The Last Airbender sur Netflix, ou si vous avez pas regardé mais que vous comptez le faire, et derrière que vous vous dites ok mais qu'est-ce que j'ai envie de regarder dans cette même veine, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, Justine? Alors commençons déjà par le commencement, hein. Si c'est pas encore fait, on vous encourage à regarder la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air, qui est également disponible sur Netflix. Hein. C'est Netflix qui a les droits, c'est pour ça ils en profitent. Donc forcément, hein, ça permet aussi d'avoir, alors certes la même histoire, mais vous l'avez vu avec quand même pas mal de différences, et je pense un attachement aussi qui est peut-être assez distinct dans les deux cas. Autrement, parce qu'on l'a un petit peu évoqué et que c'est un petit peu évident, j'ai envie de vous recommander One Piece. Alors pas en tant que tel, je ne suis pas quelqu'un en train de vous dire regardez One Piece, mais si vous avez aimé cette adaptation et que vous voulez quelque chose dans la même dynamique, allez voir l'adaptation One Piece proposée par Netflix. On est dans le même cas d'une adaptation d'une série animée et d'un manga en l'occurrence. Qui passe en prise de vue réelle, avec en fait les mêmes enjeux de diffusion en saison complète, etc. Les mêmes enjeux aussi de comment on transmet ce côté un petit peu non seulement fantasy mais un peu clownesque justement, qui est vraiment poussé à l'extrême dans One Piece. Donc ce qui fait que l'atmosphère des deux séries est quand même tout à fait différente, mais on retrouve des dynamiques assez similaires. Donc voilà, ça serait mes recommandations assez évidentes et pas du tout originales. T'as quelque chose d'un peu plus sympa à proposer? Sympa, je sais pas. En tout cas, dans la même veine. Ouais, ne regardez pas la série que je vais vous recommander. Non, si, mais c'est un peu plus nuancé, mais dans la même veine. Et d'ailleurs, là, on se retrouve encore sur Netflix, décidément. Sponsorisez-nous Netflix. On parle beaucoup de vous dans nos podcasts. Faites quelque chose. Moi, je vais vous parler de la série Le Prince Dragon, série d'animation 3D, parce que elle a été co-créée par un scénariste qui a œuvré sur la version animée de The Last Airbender comme scénariste en chef, et donc voilà, qui est dispo sur Netflix également. Donc comme ça, avec un abonnement, vous pouvez regarder toutes les séries dont on vous parle dans cette watchlist. On veut vous faire économiser de l'argent en fait. C'est juste mais ça. Oui, c'est ça. On pense à votre portefeuille en 2024. Non, mais globalement, je trouve que c'est moins bien quand même que The Last Airbender. Quitte à choisir, je préfère que vous regardiez The Last Airbender la version animée. Parce que je trouve que dans l'équilibre humour léger et gravité des thèmes et des situations, la série dose un peu moins bien ses effets. Je trouve qu'elle s'adresse peut-être à un public plus jeune, mais on retrouve quand même ce plaisir d'explorer un monde, ses peuples, ses cultures, ici dans un univers qui est un univers plutôt médiéval fantasy, avec des archétypes de personnages qui sont à la fois proches de The Last Airbender, puisqu'on retrouve un peu l'enfant ayant des responsabilités trop importantes pour lui, le mec costaud mais rigolo, la fille au pouvoir magique qui va faire le mal mais pour d'excellentes raisons, enfin en tout cas pour des bonnes raisons pour elle, mais aussi par-dessus tout ça, une relecture un peu plus inclusive des choses, et je pense notamment au personnage du général Amaya, qui est une femme sourde, et donc qui s'exprime dans la série en langue des signes. C'est un exemple, mais il y en a pas mal d'autres dans la série en termes de justement représentation un peu diversifiée, et ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, aujourd'hui la série c'est 5 saisons, il y a une 6e qui arrive cette année. Et ça devrait se conclure avec une 7e saison. Donc c'est une bonne série familiale. C'est, comme je le disais, peut-être un petit peu, ça s'adresse un petit peu plus, enfin, aux plus jeunes peut-être, donc un petit peu moins de double sens de lecture, ou voilà, peut-être un peu plus de blagues, un peu pipi caca, voilà, moi j'ai été un petit peu moins, en tout cas, réceptif, on va dire, mais en famille et tout, ça fonctionne bien, je pense, avec des enfants, si on a envie de retrouver un peu cette vibe The Last Airbender, parce que effectivement, par exemple, La Légende de Korra, c'est peut-être une série qui s'adresse à
à un niveau d'âge un peu plus élevé, quoi, puisqu'on est sur des personnages un peu plus adolescents, et donc le Prince des Dragons est un peu plus sur quelque chose d'enfantin, quoi. Donc ça serait ma recommandation pour continuer un peu dans cet esprit. Alors j'en profite, hein, on est aussi preneurs et preneuses de vos recommandations, hein, on est toujours ravis de découvrir de nouvelles séries. Puisque voilà, j'occupe beaucoup mes journées et mes nuits à regarder des séries, donc donnez-moi de la matière aussi. Pensez à nous laisser un commentaire, hein, sur les réseaux pour nous dire alors si vous avez aimé Avatar, le dernier maître de l'air, pour nous dire à quel point l'animé était mieux. D'accord, j'influence pas du tout. Et surtout, voilà, pour nous conseiller vos autres trouvailles, et ça pourrait être l'occasion pour nous de faire de prochains épisodes et éventuellement une prochaine watchlist. On a eu déjà quelques commentaires un peu salés sur la série live action Avatar sur les réseaux sociaux, clairement. Tout à fait. Donc peut-être contrebalancé par des gens qui auront trouvé ça agréable. Enfin, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont été très ravis de retrouver leur personnage favori interprété par des acteurs dans cette nouvelle version, donc n'hésitez pas, effectivement. En tout cas, merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers, hein, sur votre fournisseur préféré de podcast, et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. C'est voilà, toujours la meilleure manière de nous soutenir en 2024, de nous faire remonter dans les différents classements et de nous faire découvrir au plus grand nombre. Voilà, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut! À bientôt, salut! Bonus Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane La Fay, Elric de Melnibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label Bonus Trax.